Si vous aviez fait toutes les choses, vous et votre majorité, ouais, vous êtes arrivé en 2011, en 4 ans, mais la majorité existait déjà. Pourquoi vous n'avez pas fait tout ce que vous proposez aujourd'hui? Peut-être que vous seriez toujours dans la majorité si vous l'aviez fait. Eh bien nous, non seulement nous le disons, mais nous le faisons. Monsieur Abad, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon, je pense effectivement qu'il faut avoir le triomphe modeste, mais il ne faut pas avoir la victoire honteuse. Parce que les électeurs nous ont envoyé un message qui est très clair, qui est celui d'avoir une majorité soudée, unie, cohérente, qui porte des convictions qui soient assumées tout au long du mandat. Et à l'aune du projet ambitieux que vous venez de présenter, je pense que ces convictions seront largement assumées. N'oublions pas non plus ceux qui sont venus voter. Et ceux qui sont venus voter ont rappelé leur attachement au département, mais leur attachement aussi à une politique qui soit claire, qui ne soit pas une politique de gribouille, mais qui soit une politique avec des marqueurs forts et avec des priorités assumées. Et vous voyez, la différence que l'on a avec l'opposition, c'est que, vous avez parlé tout à l'heure, M. Grépé, de préoccupation. Nous, on a des priorités d'action. Et les priorités d'action, vous les avez rappelées, Monsieur le Président, elles sont nombreuses. Et elles ne pourront être mises en œuvre que parce qu'il y a un travail d'équipe. C'est facile de faire campagne ensemble. C'est plus difficile d'agir ensemble. Nous avons fait en campagne ensemble en 2015, nous avons agi ensuite ensemble pendant 6 ans. Nous avons fait campagne ensemble en 2021, et notre mission désormais doit être d'agir ensemble pendant 7 ans. Et pas simplement de s'allier entre les 2 tours des campagnes électorales, mais au contraire, agir dans l'intérêt de la collectivité. Alors, je vais reprendre ce que vous avez dit sur les grandes priorités. D'abord, la question de la démographie médicale. Bien sûr, là aussi, il y a 2 approches. Il y a l'approche du slogan, qui consiste à dire on va créer 50 postes. Comment, on ne sait pas. Quand, on ne sait pas. Avec quels moyens, on ne sait pas. Et puis, il y a une approche pragmatique, concrète, par étapes, qui est la nôtre, qui consiste à dire voilà ce qu'on a déjà mis en place. La fac de médecine, c'est important. La maison des internes, c'est important. 4 équivalents temps plein, c'est important pour lancer le salariat dans le département, parce que nous n'avons pas de difficulté avec l'idée de dire qu'il faut salarier un certain nombre de médecins. Personne n'a le monopole du salariat des médecins ici dans notre département. Nous disons simplement que ce salariat doit s'adosser aussi à des professions libérales et que ce n'est pas simplement en décrétant qu'on va embaucher 50 médecins qu'à la fin on en aura 50. C'est au contraire en mettant une vraie politique active pour la démographie médicale, bien entendu. Et on le sait, il y a l'action du département qui est importante, et moi je veux saluer le fait qu'il y ait un engagement qui soit fort, un engagement aussi financier, bien sûr, qu'il le sera nécessairement, mais il y a aussi des verrous législatifs à faire sauter. Il y en a 2. Il y a la question du numerus clausus. Il faut au moins qu'on puisse régionaliser ce numerus clausus pour répondre au plus près des attentes de nos concitoyens dans les territoires. Et le deuxième, très important, c'est sans remettre en cause l'obligation d'installation. Parce que nous sommes attachés au caractère libéral de la profession, il faudra quand même qu'on se pose la question, quand on sort de la fac de médecine, comment on doit rendre compte à la société pendant les 3 premières années, et donc qu'on puisse s'installer dans des zones qui sont en difficulté territoriale. Et ça, on doit le mener au niveau départemental, mais aussi au niveau national pour résoudre ce problème-là, parce que personne ne peut accepter aujourd'hui qu'un Indinois sur 6 n'ait pas accès à un médecin généraliste. De grandes difficultés et de grandes longueurs d'attente sur les spécialistes également, et personne ne peut accepter aujourd'hui en France, parce qu'on n'est pas le seul département concerné, cela bien entendu. Il faudra aussi certainement qu'on en aille plus loin dans la loi décentralisation, des transferts de compétences. Il faut que le département ait le moyen d'agir dans le médico-social et dans le sanitaire aux côtés de la région. Et il faut qu'on ait les moyens d'agir. Je pense qu'il faut aussi qu'on ait des agences départementales de santé qui soient plus proches également des ambitions des territoires. Et je rajoute à ce point que vous avez évoqué sur la démographie médicale, la question de la santé et du sanitaire au sens global, qui doit être une priorité politique absolue pour nous. D'abord parce qu'on n'est pas encore sorti de la crise sanitaire. Je pense qu'il faut que le département prenne toute sa place, y compris cet été, dans les centres de vaccination de proximité que nous devons mettre en place au plus près des habitants, mais aussi de celles et ceux qui vont passer leurs vacances dans l'Ain. Je pense à des centres de loisirs, au parc des oiseaux, à la plaine tonique, dans des centres où on puisse avoir ces centres de vaccination de proximité pour répondre aux objectifs de protection sanitaire et pour éviter une reprise du variant à un moment où notre département voisin, le département du Rhône, est repassé en rouge. La deuxième priorité d'action, c'est, vous l'avez évoqué, la question de la sécurité. Là aussi, il y a ceux qui ne siègent pas aujourd'hui, et tant mieux, dans cette assemblée départementale, mais qui nous ont fait quand même des belles promesses pendant la campagne électorale et qui nous ont expliqué que la sécurité, c'était leur alpha et l'oméga de leur politique, mais sans jamais savoir ce que nous, au département, on pouvait faire. Mais la différence entre ceux-là
qui ne sont pas rentrées à l'Assemblée départementale, et nous, c'est que nous, on assume, on n'est pas aveuglé par les questions de sécurité, parce qu'elles sont là, elles sont présentes, elles sont importantes au quotidien, mais on apporte des réponses concrètes. Quand on dit qu'on va financer des caméras piétons sur les pompiers, c'est concret. Quand on dit qu'on va apporter de l'aide aux communes pour les policiers municipaux pour financer des caméras de vidéoprotection, c'est concret. Quand on dit que l'on va également répondre à un enjeu très important pour nos collégiens dans les abords des collèges en mettant des caméras de vidéoprotection, c'est concret, c'est dans notre domaine de compétences et on peut tenir ces engagements-là et ces promesses-là parce que notre marque de fabrique, c'est effectivement 100% des promesses tenues et de dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Et donc, à partir de là, très concrètement, il nous faut effectivement assumer cela. Il y aura un verrou législatif aussi à faire sauter sur les caméras piétons, avec la proposition de loi Matras qui doit passer le fil de l'Assemblée et du Sénat, mais c'est très important que l'on puisse tenir nos engagements. Et là aussi, il y a une différence entre ceux qui ont fait de la sécurité un alpha et oméga sans regarder les compétences du département et ceux qui n'en ont pas parlé dans leur programme, considérant que ce n'est pas une priorité d'action publique. Nous pensons que la sécurité est l'une des priorités absolues, y compris dans notre département, bien entendu. Et puis, nous avons également comme autre priorité, vous l'avez évoqué, la question de l'insertion et du RSA. En fait, rien n'a changé depuis 2015. La vérité, c'est que l'opposition incarnée par M. Greffet est toujours gênée quand on parle de RSA et toujours gênée quand on parle de contrepartie à le RSA. Le RSA, c'est un droit, mais à côté des droits, il y a des devoirs. Et nous, nous croyons à une société des droits et des devoirs. Et c'est pour cela que nous avons mis en place une brigade antifraude au RSA dès 2015. Et c'est pour cela que nous allons mettre en place l'action RSA bénévolat dès cette année au département et que nous soutiendrons cela au niveau du groupe de toutes nos forces, parce qu'il ne peut pas y avoir des droits sans devoirs et qu'il doit y avoir, oui, des contreparties. Alors moi, je préférerais même qu'elles soient obligatoires, mais comme vous l'avez rappelé, ça nécessite une modification de la loi. Alors il faut au moins qu'elles soient encouragées, incitatives, qu'elles soient faites avec les associations et les communes, ça nous semble important. Et puis il faudra aussi repenser le système du RSA, qui est un système déclaratif et qui donc pose un certain nombre d'interrogations, à la fois sur le contrôle et l'action d'insertion qu'on en peut réellement avoir ici au sein du département. Mais je rappelle que sous notre mandature, le programme départemental d'insertion, il a augmenté, contrairement à la mandature précédente. Et puis, c'est bien sûr aussi la question, vous avez parlé de l'action sociale. Moi, je suis surpris quand même par vos propos quand vous dites « mais en gros, les maisons France Service, c'est un renoncement du département ». Mais non, la maison France Service, c'est une approche multipartenaire, pluripartenaire, qui va nous permettre, avec la DGFiP, avec la CAF, avec les autres acteurs, de pouvoir apporter une réponse sous l'autel de guichet unique. Le département, c'est malheureusement bien souvent ce qui reste quand il n'y a plus rien. Nos centres départementaux de santé sont toujours là, nos actions sociales de proximité sont toujours là, nos agences routières sont toujours là également. Et la vérité, c'est que c'est le département, et là où je vous rejoins, on pourrait discuter sur la paupérisation des services publics de proximité, notamment en milieu rural, mais la réalité, c'est que ce n'est pas le fait du département, puisque c'est le département qui reste là où tout le monde est parti. Et donc c'est très important qu'on puisse, bien sûr, toujours rester en tant que tel là-dessus. Et je ne reviens pas à ce que vous avez dit, puisque le président a répondu sur agri-local. Quatrième priorité importante, l'environnement. Là aussi, parce que je pense que ça va être quelque chose qui va durer pendant le mandat. Personne n'a le monopole de l'environnement. Personne. Et encore moins ceux qui construisent un parti politique uniquement autour de cette cause-là. La préoccupation environnementale est trop importante pour qu'elle soit entre les mains d'un seul parti politique. Et donc, je vous le dis aujourd'hui, on peut être de droite et faire de l'environnement une priorité politique. Je vous garantis que c'est possible. Et je vous garantis que ça peut être très concret. Alors vous avez évoqué deux sujets très importants que sont la forêt et l'eau. C'est pas moi qui suis député du Haut-Bugey et conseiller départemental dans le secteur de la Rivière-d'Ain qui va vous dire le contraire. Nous sommes le département le plus recouvert par l'eau de France et nous avons effectivement la chance d'avoir des forêts. Il nous faut un plan forestier très important de replantation, d'accompagnement des filières, de structuration, parce qu'on sait aussi que la forêt dans l'Ain comme en France, elle est dispersée entre les propriétaires privés et l'ONF, Office national des forêts, qu'il faut trouver ces points de convergence-là. Oui, il y a d'autres sujets. La question de la collectivité exemplaire, elle est essentielle. La question des énergies de demain, elle est essentielle. Et là aussi, on doit assumer les choses. On doit assumer de dire, par exemple, que nous, on préfère le photovoltaïque à l'éolien dans certaines situations. On doit assumer aussi que dans le mix énergétique, il y a aussi du nucléaire et que la part du nucléaire, eh bien, elle reste importante dans notre département et que c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi éviter les gilets bleus et éviter une facture énergétique qui augmente de manière trop forte pour les Indinoises et les Indinois. Et puis, c'est la question des mobilités. Oui, il y aura un schéma des mobilités. Nous avons été les premiers à mettre en place, sous l'égide de Véronique Baude, un plan vélo dans le département. Je pense que tout le monde a salué cela. D'ailleurs, il a été voté à l'unanimité. Et nous devons poursuivre cela, avec davantage de pistes cyclables, avec davantage de financement de modes doux.
Mais pas n'importe comment, parce qu'aujourd'hui, on le voit, les modes doux, les voies douces, ça s'organise aussi. Il ne faut pas croire que parce que c'est un mode doux, tous les problèmes sont résolus. Bien au contraire. On a été aussi les premiers à initier des prolongements de portions pour la Via Rona et la Via Sona, qui sont quand même des enjeux extrêmement importants en termes de mobilité durable pour nous. Et puis, j'ai envie de dire aussi, il va falloir qu'on le dise à nos amis de Lyon, parce que la réalité, c'est que la question de l'engorgement de la circulation, la question de la fluidité du trafic, elle ne dépend pas que de nous. Et moi, j'ai été interpellé très souvent dans notre campagne électorale sur la question des flux routiers, sur la question des poids lourds, sur la question de la congestion qu'il y a au nœud des îles, sur les sujets de traversée. On est entre deux grandes métropoles, Lyon et Genève, et qu'il va falloir qu'on travaille tous ensemble pour que justement la mobilité durable, ce ne soit pas simplement un slogan, mais que ce soit une réalité politique partagée. Et puis bien sûr, c'est la défense aussi de nos gares TER, ce n'est pas l'action directement du département, mais c'est en lien avec la région, et ça nous semble important. Et puis je voudrais insister sur un point, toujours sur l'environnement, c'est qu'il nous faut maîtriser l'existant et faire attention à ce que de nouvelles contraintes ne viennent pas à nous. Et pour cela, il faut réguler les flux. Je pense par exemple à tout ce qui se passe actuellement sur la rivière d'Ain, c'est très important qu'on mette en place une brigade pro-nature pour justement éviter des contraintes et des flux supplémentaires et qu'on régule mieux les choses. Et surtout, ce qu'il nous faut, c'est un vrai Green Deal. C'est quoi un Green Deal? C'est de dire qu'à chaque habitant de l'Ain et à chaque personne qui vient dans notre département, que ici, quand on vient dans notre département pour voir des beautés paysagères, on respecte la nature et on respecte l'environnement. Et je pense que le lien entre tourisme et environnement est essentiel, et la politique publique qu'on doit construire entre tourisme et environnement dans l'avenir doit être vraiment essentielle. Et puis enfin, vous l'avez évoqué, la 5e priorité sur la jeunesse, sur le chéquier jeune, c'est très important effectivement, sur la question du harcèlement scolaire également, des problèmes de valeurs de la République. Je voudrais juste insister sur 2 points. Le premier, c'est que nos clubs sportifs et nos associations culturelles souffrent. Elles souffrent partout, pas simplement dans le département de l'Ain, mais partout en France. On a des reculs et des baisses de licenciés qui sont parfois divisés par 2. Et on le sait aussi, malheureusement, ce n'est pas gagné pour septembre pour que les choses repartent partout à la hausse. Donc le chéquier jeune est une impulsion nécessaire. Et je pense qu'il faudra aussi qu'on réfléchisse à comment on va soutenir nos associations sportives et culturelles à l'automne, dans ce moment qui est extrêmement difficile. Et le deuxième point qui me semble important, c'est sur l'engagement civique. Et sur l'engagement civique, là aussi, c'est un engagement de long terme, où il faut irriguer l'ensemble de nos collégiens, l'ensemble de nos jeunes, pour faire comprendre ce qu'est le rôle d'un département, ce qu'est le rôle d'une collectivité en tant que telle. Je voudrais conclure en insistant sur 1 ou 2 thèmes, comme vous l'avez fait, mais notamment la question du handicap. Et je pense qu'il y a un sujet qui est très important dont on doit se saisir dans les 7 prochaines années, c'est la question de l'aide à domicile. Ce sujet de l'aide à domicile, c'est un sujet central sur lequel il nous faut une adaptation et j'ai envie de dire un sur-mesure de plus en plus fort. Et il faut là aussi que le département évolue dans la manière dont les agréments sont donnés dans l'aide à domicile et dans la manière dont on peut, dans les acteurs avec lesquels on travaille sur l'aide à domicile. On a une demande qui est de plus en plus forte et on a une offre qui n'évolue pas forcément avec la demande. Et donc, on doit pouvoir corriger cela pour apporter une réponse, parce que la vérité, c'est que toutes celles et tous ceux qui souhaitent et qui peuvent rester à domicile quand ils vieillissent, ils souhaitent rester. Et donc, le département, il doit être au rendez-vous de l'adaptation du logement au vieillissement, il doit être au rendez-vous des aides à domicile sur mesure, il doit être au rendez-vous de toutes celles et tous ceux qui souhaitent ne pas aller dans une structure, mais être soutenus à domicile. Je ne reviens pas à ce que vous avez dit sur les structures, mais je pense que dans le plan Senior 2, ça doit être un volet très important, bien entendu. Et sur le handicap, M. Greffet, moi, je ne considère pas qu'il faut balayer d'un revers de main, et je suis sûr que vous non plus d'ailleurs, les troubles 10 et la question du handicap au sens large du terme. Bien sûr qu'il faut s'occuper de l'accélération des dossiers, on est tous d'accord avec ça. Je veux aussi quand même saluer l'action de notre service et notre maison départementale des personnes handicapées, parce que c'est un boulot qui est exigeant, qui est difficile, avec des agents qui sont fortement mobilisés et qui sont malheureusement sous contraintes financières, et qui fait qu'on aurait besoin certainement encore de plus de monde. Il faut aussi bien comprendre qu'on a une démographie dans notre département qui fait que forcément, quand vous gagnez 6 000 habitants par an, vous avez un peu plus de délai que dans un département qui perd 1 000 habitants toutes les années ou 500 habitants. C'est quelque chose qui est à peu près logique. Mais il faut aussi agir là-dessus. Je pense qu'il y a des choses qui ont été faites, le numéro unique, des plateformes qui vont aller dans ce sens-là, mais il faudra encore, bien sûr, aller plus loin sur ce sujet, bien entendu. Voilà ce que je voulais vous dire. L'agriculture et l'économie, bien sûr, est importante également. Je voudrais simplement conclure en vous disant qu'avec la présentation que vous venez de faire, ça montre que le département est une collectivité du quotidien. C'est une collectivité du concret. C'est une collectivité qui répond aux attentes des uns et des autres. C'est ça un peu le paradoxe. C'est qu'on a le sentiment parfois pour les habitants
que c'est une collectivité dont on ne maîtrise pas bien les compétences, et alors qu'en même temps, les compétences, elles concernent les habitants chaque jour. Il n'y a pas un jour où un habitant de l'Ain n'a pas affaire au département quasiment, dans sa relation sociale, dans ce qu'il fait dans son activité et autres. Et donc c'est important d'avoir cela. D'où l'importance de continuer à travailler sur l'identité du département, sur les marqueurs forts de notre département. Nous avons fait cela, il faut poursuivre cette politique-là, cette politique d'identité qui consiste à dire, voilà, l'Ain, ce n'est pas simplement un bout de terre entre Lyon et Genève, mais c'est aussi un département, une collectivité, un territoire qui a des atouts, qui a des choses à faire valoir et à promouvoir. Et donc, vous avez bien entendu l'ensemble de la confiance et toute notre confiance, Monsieur le Président, des 42 conseillers départementaux de la majorité de l'Ain de toutes nos forces, pour mener à bien cette feuille de route exigeante, mais cette feuille de route ambitieuse. Et je veux saluer ici ce matin le fait que ce projet ambitieux, en plus, se fera